Les policiers corrompus célèbrent leur victoire au tribunal, mais restent immobiles lorsqu'ils révèlent qu'il est le général de l'armée. Les portes à 2 battants de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, fendant le murmure de l'attente comme une lame dans la soie. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Les journalistes marquèrent une pause au milieu d'une phrase. Les caméras se mirent en marche. Et même le marteau du juge Donald Beck s'arrêta à mi-chemin de son prochain coup, irrité. Dans la salle froide et polie entra Lance Davison, un homme dont la présence semblait faire taire même les grains de poussière suspendus dans les rayons de soleil qui filtraient à travers les hautes fenêtres. Il était grand, mince et usé comme seule la vie, et non le temps, peut le faire. Son costume, visiblement d'occasion, s'affaissait aux épaules et se froissait aux coudes. Ses chaussures, ternes et éraflées, claquaient doucement sur le sol de marbre, au rythme d'un homme qui n'avait rien à cacher et tout à porter. Mais ce sont ses yeux, gris et creux comme la fumée après le feu, qui dominaient la salle. Il semblait trop calme, trop distant pour quelqu'un sur le point de prendre la défense d'un adolescent que l'État tout entier avait déjà condamné en son fort intérieur. Assis seul à la table de la défense, enchaîné et le dos raide, se trouvait André Miller, 17 ans, noir, qualifié par les gros titres de l'éclaireur de l'East Side. Ses poignets, liés par des fers, reposaient sur le bord de la table en bois. Il portait une veste de costume bleu marine empruntée à un pasteur de la communauté, légèrement trop grande, dont les manches effleuraient ses jointures. Son visage était indéchiffrable, ni optimiste ni brisé, juste immobile, comme s'il avait appris trop tôt que les jeunes noirs enchaînés n'ont pas le droit à l'émotion dans des salles comme celle-ci. Que du silence, que de l'endurance. Autour d'eux, la salle d'audience était un théâtre de pouvoir. Des rangées de fonctionnaires en costume remplissaient les bancs, flanqués de journalistes aux yeux brillants, munis de bloc-notes, d'appareils photos et d'articles préécrits. Le banc de l'accusation rayonnait de la présence assurée du procureur Graham Wexler, un homme à la coiffure impeccable, aux boutons de manchette polis et au sourire éclatant qui ne s'était pas essoufflé une seule fois depuis le début du procès. Wexler était plus qu'un procureur. C'était une étoile montante de la politique. Maire, peut-être même sénateur un jour. Mais il lui fallait d'abord cette victoire. Condamner André Miller n'était pas une question de justice, mais une question d'image. Il s'agissait de montrer à la ville qu'il était sévère envers le crime, même si le crime était une fiction déguisée en réalité. Devant le palais de justice, le monde était en émoi. Les manifestants envahissèrent les trottoirs, leurs chants résonnant sur l'esplanade comme un vieil hymne. « Libérez les innocents !» Le système est truqué. Les barricades de police grinçaient sous le poids des corps penchés, criant, résistants. Quelqu'un avait hissé une immense banderole sur la balustrade de l'autre côté de la rue. La photo d'André au lycée, agrandie et flanquée des mots « réduit au silence pour être noir ». Mais le feu à l'extérieur rencontrait l'acier à l'intérieur. Dans la salle d'audience 3B, chaque cri se transformait en murmure, chaque supplication en paperasse. Ce n'était pas un lieu pour la vérité, c'était un lieu pour tourner la page, propre, calme, maîtrisé. Lance s'avança, dépassa la galerie, les sourires narquois des officiers en uniforme alignés le long des murs, puis le banc où 3 hommes en costume gris immaculé étaient assis comme des rois observant un paysan. Il ne les regarda pas, mais ils le virent. Et, à son passage, l'un d'eux, un homme à la mâchoire carrée portant un pins de la sécurité intérieure, plissa les yeux, les muscles de sa mâchoire se crispant. Le juge Beck rompit enfin le silence, la voix sèche et impatiente. Il fit signe à l'huissier qui guida Lance à la barre des témoins. Il n'y avait aucune chaleur dans ce geste, aucune civilité, juste les gestes machinalement d'un homme aidant à enterrer un cercueil. La salle d'audience regarda Lance lever la main droite, prêter serment et prendre place. L'air à l'intérieur semblait plus raréfié, comme si quelque chose d'invisible s'était glissé à travers les murs. L'avocat de la défense Mason Boone, jeune, barbu et chroniquement sous-estimé, se leva lentement.
Papiers en main, la voix calme, il posa la première question, sans se précipiter, sans reculer. « Où étiez-vous la nuit du 5 octobre ?» Lance ne sia pas. Sa voix était rauque, rongée par des années de commandement et de silence, mais basse et posée. « J'étais derrière la voiture de police quand l'officier a sorti son arme en premier. » Un silence s'installa, qui n'était pas seulement de l'incrédulité, mais de la terreur. On le sentait s'enrouler autour du cou de ceux qui étaient présents, surtout de ceux qui avaient quelque chose à perdre. Le juge s'éclaircit la gorge, plus fort que nécessaire. L'accusation changea de position. L'un des hommes en costume, assis au fond, croisa les mains, presque trop délibérément. Quelque chose avait changé. La salle d'audience, autrefois forteresse de certitude, commençait à craquer. Du côté de l'accusation, Wexler haussa un sourcil, mais ne dit rien. Pas encore. Il connaissait le pouvoir de la patience. Il savait que laisser parler un imbécile était le meilleur moyen de l'enterrer. Mais il y avait maintenant une tension dans sa posture, une légère tension dans ses doigts, alors qu'il agrippait le bord de son bureau. Il ne reconnaissait pas Lance Davison, et ce seul fait l'irritait. Tous les acteurs de cette affaire furent recensés, profilés, enquêtés, surveillés, sauf lui. Boone s'avança d'une voix basse mais ferme, scrutant une salle d'audience qui ne voulait pas l'écouter. « Avez-vous vu l'accusé tirer avec une arme ?»« Non, » répondit Lance, le regard fixe. « L'agent a tiré le premier. Le gamin n'a jamais sorti d'arme. » Des murmures parcoururent la galerie. Un journaliste laissa tomber son stylo. Une femme serra plus fort son sac à main. À la table de l'accusation, Wexler chuchota à son assistant, les yeux toujours fixés sur Lance. Le juge Beck frappa une fois son marteau. L'ordre. Mais l'ordre appartenait désormais au passé. Ce n'était pas seulement un témoin inattendu. C'était une pierre, lancée à travers une cathédrale de verre. Et ceux qui détenaient le pouvoir reconnurent le bruit. L'affaire avait été classée. L'agent Brandon Kelly, 29 ans, tué lors d'un contrôle routier nocturne qui avait mal tourné. Les images de la caméra embarquée étaient mystérieusement corrompues. La caméra corporelle fonctionnait mal. Mais ils avaient André, trouvé près de la Seine, son sweat à capuche taché de sang et la peur dans les yeux. Heureusement, aucun témoin n'était disponible. Les rapports étaient rédigés par des policiers qui semblaient tous se souvenir de la même histoire impossible. C'était indéchiffrable, jusqu'à maintenant. Boone aborda la question suivante avec prudence. « Et avec qui étiez-vous cette nuit-là » Lance marqua une pause. Il sembla jeter un bref coup d'œil aux trois hommes en costume assis derrière l'accusation. Une lueur traversa son visage. Pas de la peur, pas tout à fait, mais un souvenir. Puis il répondit lentement. « J'étais seul. Je me promène dans le secteur de Southbridge tous les soirs. J'ai vu le contrôle. J'ai vu l'agent devenir agressif. J'ai vu le garçon se figer. Et puis j'ai vu l'arme. » Le juge Beck fronça les sourcils. « Le tribunal rappellera aux témoins de ne répondre qu'aux questions posées. » Mais les dégâts avaient commencé. Les premières graines du doute, impossibles à déraciner, avaient été semées. Et certains dans la salle d'audience, ceux qui avaient des antécédents de vrai journalisme et non de propagande, commencèrent à prendre des notes avec une énergie renouvelée. Ce n'était pas un témoin au hasard, c'était quelqu'un qui avait vu la vérité. Alors que Boone le remerciait et se détournait, le procureur se leva, lissant sa veste, prêt à démonter le récit. Mais alors même qu'il se dirigeait vers la barre des témoins, Lance resta immobile, calme, attendant. Il ne ressemblait pas à un homme attaqué, mais à un homme prêt à la guerre. Et au fond de la salle d'audience, l'un des hommes en costume sortit son téléphone. Pas pour envoyer des SMS, pas pour appeler, mais pour ouvrir une application sécurisée et commencer à taper un code que seuls les yeux des agents fédéraux reconnaîtraient. Quelque chose avait changé. Le procès ne concernait plus seulement André Miller. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste. 2 semaines plus tôt, le ciel au-dessus de Silver Grove était couleur de vieux béton, les nuages bas comme s'ils étaient eux aussi alourdis,
par le poids de la ville. Lance Davison se tenait sous une enseigne lumineuse clignotante sur laquelle était écrit « Morris Hardware », dont le bourdonnement correspondait au léger tremblement de ses mains. Il tenait un bloc-notes à moitié rempli de réponses à des demandes d'emploi griffonnées en caractères irréguliers. Le caissier, un homme corpulent et moustachu d'une 60aine d'années, avait demandé une 2e pièce d'identité, et Lance fouillait ses poches lorsque le vieux téléviseur dans un coin, calé sur une étagère penchée de pots de peinture, grésilla plus fort. Une présentatrice de journal télévisé, la voix aiguë et insistante, emplissait l'espace. Lance ne saisit pas l'introduction, seulement l'écran. Une photo d'identité granuleuse d'un garçon à la peau brune, à la lèvre éclatée, l'expression empreinte de peur. Sous l'image, des lettres blanches en gras criaient sur une banderole rouge « Armé et dangereux ». Adolescent soupçonné dans une embuscade contre un agent. Le bloc-notes glissa des doigts de Lance et heurta le carrelage avec un bruit sourd. Sa poitrine se serra. André. C'était le même garçon que ce soir-là. Le même garçon qu'il avait vu se faire arracher d'une voiture, jeté sur le bitume comme un déchet et insulté avant même qu'il puisse cligner des yeux. Lance rentrait chez lui à pied de la soupe populaire, son sac à dos tintant de haricots en conserve et de ramen, lorsque des lumières clignotantes le firent se réfugier dans un abribus. Il l'avait vu se déployer à travers le plexiglas rayé. L'agent avait dégainé son arme le premier, aboyant des ordres avec venin et dégoût. Lance se souvenait de la voix du garçon, à peine audible à cause du vent, qui le suppliait de n'avoir rien fait. Et il se souvenait de la réaction du policier. Un coup de genou dans le dos, un poing dans les côtes, une insulte raciste lancée comme une pierre. Lance n'avait pas prévu de s'impliquer. Ce n'était plus son combat. Plus maintenant. Mais son instinct n'était pas complètement mort. Il avait fouillé dans son manteau, fouillé son téléphone et appuyé sur « Enregistrer ». 28 secondes. C'est tout ce qu'il avait enregistré avant que les sirènes de secours ne se rapprochent et que son instinct de survie ne prenne le dessus. Il avait reculé, disparu dans l'ombre, se faufilant entre les ruelles, jusqu'à ce que le bruit des sirènes ne soit plus qu'un souvenir. Maintenant, les yeux fixés sur cet écran de télévision, il savait ce qui allait se passer. La ville allait gober la vérité. Les gros titres se transformeraient en sujet de discussion. Et André Miller serait dévoré par un système judiciaire conçu pour faire taire les garçons comme lui. Lance l'avait déjà vu. Il avait fait partie de systèmes qui fonctionnaient sous l'illusion de l'ordre, tout en semant le chaos sous la surface. Il n'avait pas d'adresse, pas d'emploi actuel, plus de famille en ville. Son nom ne figurait même plus dans la plupart des bases de données volontairement. Mais quelque chose en lui, peut-être le dernier fragment intact de ce qu'il était autrefois, refusait de le laisser partir. L'après-midi même, il entra dans le bureau du défenseur public, un bâtiment à l'odeur rance coincé entre une boutique de vapotage et un encaissement de chèques. Une jeune assistante juridique aux lunettes écailles et à la voix pressée écouta juste assez longtemps pour entendre les mots « enregistrement téléphonique » avant de hausser les épaules et de l'informer qu'ils avaient déjà conclu un accord de plaidoyer. Elle ne demanda pas à voir la vidéo, elle n'inscrivit même pas son nom. « Ils ont proposé un marché ?» demanda Lance, bien qu'il le sache déjà. « 10 ans, minimum, » répondit-elle en se retournant déjà vers son écran. « C'est fini. » Ce n'était pas le cas, pas encore, car 3 jours plus tard, un nouveau nom apparaissait au rôle. Mason Boone, un ancien avocat spécialisé dans les droits civiques, au CV chargé de victoires enfouies et de cicatrices laissées par les batailles judiciaires. Boone avait repris l'affaire après avoir démissionné d'un cabinet prestigieux qui avait réduit au silence ses efforts pour intenter des poursuites contre la ville. On disait que Boone ne faisait pas plus confiance au système que Lance. Lorsque Lance lui montra la vidéo, Boone ne sourcilla pas. Il ne posa pas de questions stupides. Il hocha simplement la tête, copia le dossier et ordonna à Lance de se taire jusqu'à son appel.
Assis dans l'atmosphère pesante de la salle d'audience 15, Lance observait Boone, debout derrière la table de la défense, parcourant des yeux les pages déjà déchiquetées par le marteau du juge. Le juge Donald Beck avait déjà rejeté 3 requêtes clés. Suppression de preuves, témoins bloqués. Alors que Boone tentait de diffuser la vidéo au jury, Beck frappa violemment le banc de la main. « Irrecevable », déclara le juge d'une voix sèche et définitive. « La chaîne de possession est impossible à vérifier. Une falsification est plausible. » Lance ne broncha pas. Il savait que cela allait arriver. Il regarda les jurés bouger sur leurs sièges, certains se penchant en avant comme pour demander au juge de reconsidérer sa décision. Mais Beck était une forteresse. Il n'était pas là pour laisser entrer la lumière. Il était là pour l'éteindre. Puis vinrent les policiers. D'abord, l'agent Clegg, impeccable comme un mannequin de vitrine, récita sa version des faits avec une autorité impeccable. Selon lui, André avait attrapé quelque chose sous le siège. Une arme peut-être. Il s'était montré peu coopératif. Agresse. Puis le sergent Mayer, plus massif et plus froid, monta à la barre. Son témoignage faisait écho à celui de Clegg. Leurs déclarations avaient été répétées, harmonisées, peaufinées par l'expérience et la hiérarchie. Ils savaient comment s'exprimer devant un tribunal, comment administrer du poison à doses acceptables pour le public. Et ils le firent. La salle d'audience l'absorba comme le béton absorbe l'huile. Lorsqu'ils eurent terminé, Grant Wexler se leva, l'air tranquillement triomphant. Sa voix fluette mais assurée s'adressa à la salle avec une satisfaction calculée. Il informa les juges que l'accusation avait terminé. Ils avaient rempli leur devoir. Le sous-entendu était si lourd à ensanglanter. Affaire classée. La salle se transforma. Une vague d'énergie parcourut la galerie. Un journaliste près du premier rang ajusta sa cravate. Le sténographe du tribunal leva les yeux, puis les baissa. Même l'huissier se renversa dans son siège, un léger sourire narquois tirant sur ses lèvres. Boone se tourna vers Lance avec un regard calme, à la fois d'excuse et de défi, mais avant que quiconque puisse avancer, avant que le marteau ne tombe pour annoncer la suspension, Lance se leva. Son geste était délibéré comme celui d'un homme qui se lève non par impulsion, mais par obligation. « Permission de parler », dit-il d'une voix ferme chargée d'une autorité tranquille. Le juge ne leva même pas les yeux. « Vous avez déjà fait votre déposition », la congédia-t-il, une main déjà tendue vers le bloc de bois poli devant lui. Mais Lance ne resta pas assis. Au lieu de cela, il fouilla dans la doublure intérieure de son blazer patiné. D'une poche cachée, il sortit une petite carte sous gaine plastifiée, au bord émoussé par le temps. Lentement, il la leva et se tourna vers la salle d'audience. « Les flics corrompus font la fête au tribunal, » dit Lance d'une voix inébranlable, « mais ils se figent quand je révèle que je suis le général de l'armée. » Des halètements parcoururent la salle comme des vagues. Le silence se brisa. Le temps se déforma aux confins de la perception. Les yeux de Boone s'écarquillèrent, sa main se détachant de la table de la défense. Le juge leva brusquement les yeux. Le banc de l'accusation se figea, le sourire confiant de Wexler s'estompant comme une brume au soleil. Sur la caméra du tribunal, toujours en direct, toujours en train d'enregistrer, les détails de la carte devinrent visibles pour tous. L'insigne de l'armée américaine, l'aigle holographique et le nom gravé, lieutenant-général Lance R. Davison, retraité. En dessous, l'emblème de la division du renseignement spécial, connu seulement de ceux qui avaient été servis. Un silence général s'abattit. Même les néons au-dessus semblaient hésiter dans leur scintillement. Lance ne bougea pas, ne jubilait pas. Il resta simplement debout, comme toujours, silencieux, face à la tempête. À la reprise des audiences, l'atmosphère du palais de justice supérieure de Silver Grove avait complètement changé. Fini la certitude suffisante sur les visages de l'accusation. Fini l'air dédaigneux du juge Beck, dont le marteau étouffait autrefois les contestations avant qu'elles ne fleurissent. À présent, le malaise régnait, silencieux, rampant et indéniable. Lance Davison était assis, libéré, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. De chaque côté de lui,
se tenaient 2 marshals américains qui s'étaient précipités dans le bâtiment en pleine pause après avoir confirmé l'authenticité de la carte d'identité qui avait transformé la salle d'audience en un véritable fil électrique. Ils lui offraient désormais protection, et non confinement. Il comprenait la signification de cet insigne. Le lieutenant-général Lance R. Davison, autrefois enseveli sous une vie d'ombres et de regrets, n'était plus invisible. Le procureur Wexler ressemblait à un homme regardant son avenir s'écouler par une fissure du sol. Dehors, les gros titres étaient déjà criants. Un général de l'armée témoigne pour la défense d'un adolescent, s'étalait sur les bandes annonces et résonnait sur les notifications mobiles. Les manifestants doublèrent de nombre. Des cars de reportage bordèrent les marches du palais de justice. À l'intérieur, Wexler et le juge Beck tentaient désespérément d'endiguer la vague montante. Ils demandèrent un huis clos, invoquant des raisons de sécurité nationale et des liens classifiés. Lance refusa. Calmement, sans hausser le ton, il insista pour que l'audience reste ouverte. S'il n'avait rien à cacher, il n'avait rien à craindre. Le juge hésita, puis céda, son regard se portant vers les caméras. Il était un homme qui prenait conscience de l'objectif. La salle de conférence du gouverneur Wilton Sharp sentait la fumée de cigares et le désespoir. C'était un homme qui devait sa carrière à son soutien à la police, celui-là même qui avait un jour qualifié le racisme systémique de mythe colporté par des radicaux de gauche. Il était assis au bout d'une table en acajou, entouré du commissaire Roland Maddox, du juge Beck et de Wexler. La tension était étouffante. Sharp désigna du doigt une diffusion en direct sur un écran montrant Lance s'adressant au tribunal. Ses doigts tapotèrent la table avec agitation. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. Au contraire, il le dit clairement. « Ça s'arrête ici, demain, quoi qu'il en coûte. Ce procès n'ira pas plus loin. S'il y va, nous tomberons tous. » Beck se frotta le front, la sueur perlant sur son front. Wexler déglutit difficilement. Maddox resta silencieux, les bras croisés sur sa large poitrine, la mâchoire serrée. Ils comprirent. La stratégie n'était plus légale. C'était une guerre politique. Ils avaient 2 options, réprimer ou détruire. Mais aucun d'entre eux ne réalisa qu'au-delà de leur cercle d'influence, une nouvelle force s'était éveillée. Pas seulement des manifestants, mais aussi des enquêteurs, des lanceurs d'alerte, des journalistes. Ceux qui étaient auparavant restés silencieux prenèrent maintenant la parole. Des documents fuyaient, des enregistrements étaient mis en ligne, des informations anonymes inondaient les boîtes mail. De retour au tribunal, Lance regarda André. Les yeux du garçon, autrefois ternis par le désespoir, gardèrent maintenant une lueur d'espoir. Lance avait déjà vu ce regard, sur le visage de jeunes soldats sous ses ordres, incertain de vivre assez longtemps pour voir un autre lever de soleil. Il savait ce que signifiait porter l'avenir de quelqu'un sur ses épaules, et il n'allait pas le laisser tomber. La journée commença dans un bourdonnement de tension statique, le sentiment que quelque chose de fragile s'étendait trop loin. Au lever du soleil, l'histoire avait éclaté à travers le pays. Le général Lance Davison, témoignant pour la défense d'un adolescent noir accusé de tentative de meurtre, avait brisé l'illusion d'un système juste à Silver Grove. Mais la machine, meurtrie par le froid, ne perdit pas de temps à riposter. À 7h13 précise, la porte de la chambre d'hôtel de Lance était entr'ouverte comme une promesse non tenue. À l'intérieur, les tiroirs avaient été vidés, son ordinateur portable volé et son insigne militaire lacéré. Il n'y avait pas eu d'effraction, que de la précision, celle de ceux qui portent des costumes le jour et des gants noirs la nuit. Boone arrive 10 minutes plus tard, Lance ayant manqué leur petit déjeuner prévu. Il scruta les chaos, le souffle coupé lorsqu'il remarqua la photo encadrée du fils décédé de Lance, fissuré sur le sol, le verre brisé comme un avertissement. À 9h, le téléphone de Boone vibra, un message qui lui coupa le pouls. Une photo de sa fille marchant vers l'école, agrandie avec une netteté chirurgicale. Aucun mot n'y était attaché, juste l'image. Le silence de la menace criait plus fort que n'importe quel coup de feu.
Boone déposa une requête d'urgence demandant une protection pour lui-même, son client et Lance. Le juge Beck a nié avant le déjeuner, invoquant une absence de menace immédiate pour la vie ou l'intégrité physique. Il a publié cette déclaration avec une indifférence suffisante, la voix neutre, sa plume signant déjà le document suivant. La mère d'André, Camille, rentrait du tribunal sans se douter qu'un SUV noir la suivait à chaque tournant. Elle ne le remarqua que lorsqu'il s'arrêta quelques pâtés de maison derrière son appartement et resta au ralenti pendant une demi-heure avant de disparaître. Elle n'appela pas la police. Elle appela Boone. Sa voix était brisée par la peur. À midi, Lance ne se défendait plus. Il passa 3 appels, aucun à des avocats ni à des journalistes. 2 restèrent sans réponse. Le 3e fut reçu. Et au coucher du soleil, 2 de ses anciens camarades, Devon Hale, un agent de cyber-renseignement à la retraite, et Marcus Brandt, un ingénieur système autrefois sous contrat avec la NSA, étaient assis dans le bureau de Boone, leurs ordinateurs portables ouverts, les doigts qui s'agitaient. En 3 heures, ils avaient intercepté et déchiffré une cache de courriel enfouie au plus profond des pare-feux de l'État. Le contenu était explosif. Des captures d'écran montraient une correspondance entre Wexler et le juge Beck, discutant de la formulation de l'accord de plaidoyer des semaines avant même le début du procès. Des termes, des échéanciers et des expressions comme « garder le récit concis » et « l'opinion publique compte plus que la vérité » résonnaient en gras. Un message mentionnait le gouverneur par son prénom seulement, Wilton, et parlait de « confinement stratégique ». À 18 heures, le bureau de Boone a envoyé les captures d'écran par courriel à 5 Med. Mais la machine n'était pas terminée. Ce soir-là, le juge a riposté en imposant une ordonnance de non-publication, invoquant la nécessité de intégrité judiciaire. La salle d'audience est devenue un coffre-fort scellé. Le prochain témoignage de Lance se déroulerait à huis clos, caméras bloquées et journalistes confinés à l'extérieur. Puis, sans prévenir, l'accusation a déposé une requête surprise. Elle a appelé un nouveau témoin, l'inspecteur Ellie Collins, le chouchou de Silver Grove. Décoré, poli et exhibé à la une des médias ces 10 dernières années comme un sauveur de la communauté. Collins a témoigné avec un sourire narquois, ponctué de félicitations. Son casier judiciaire parlait pour lui. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Il a témoigné avoir vu André en possession d'une arme des semaines avant l'incident, affirmant l'avoir entendu menacer les policiers lors d'une patrouille de routine. La salle d'audience, stupéfaite par ce témoin de dernière minute, a tremblé avec inquiétude. Collins respirait une confiance éprouvée. Ses paroles étaient empreintes d'une inquiétude feinte, comme pour protéger le tribunal d'une vérité dérangeante. Mais Lance observait avec le regard d'un prédateur. Il ne voyait pas un héros. Il voyait un menteur. 2 semaines plus tôt, Collins avait rencontré Wexler et le sergent Meyer dans l'arrière-salle d'un restaurant-grill qui accueillait des fonctionnaires municipaux. Une caméra les avait filmés, une caméra que Lance avait piratée quelques jours auparavant. Ils étaient assis côte à côte, à voix basse, sirotant du bourbon et élaborant des plans. Collins avait accepté de témoigner si les choses dérapaient. Il n'avait jamais rencontré André, mais son badge avait un pouvoir, et son passé était protégé par un système fondé sur le silence. Maintenant, ce silence se brisait. Alors que Collins terminait son témoignage, Boone hésita. Puis il jeta un coup d'œil à Lance, qui hocha lentement la tête. Il était temps. Lance se leva et demanda l'autorisation de présenter des contre-preuves. Le juge tenta de le lui refuser, mais Boone s'y opposa avec force. La salle vacilla, et Beck céda à contre-cœur. Lance sortit une clé USB de sa poche. Il s'approcha de l'écran d'affichage des preuves et chargea un fichier de suivi GPS. Une carte apparut à l'écran, marquée du signal du portable de Collins, triangulée sur une fenêtre de 2 heures. Son appareil ne s'était jamais trouvé à moins de 3 kilomètres de l'endroit où il prétendait avoir vu André. En réalité, le badge le montrait à une collecte de fonds privée organisée par nul autre que le procureur Grant Wexler.
Des photos de l'événement, tirées des réseaux sociaux et étiquetées avec des métadonnées, remplissaient les écrans de la salle d'audience. Collins était là, souriant à côté de Wexler, une coupe de champagne à la main. L'air devint lourd. Pas un murmure ne bougea. Collins pâlit. Le juge baissa les yeux, faisant semblant de lire un dossier inexistant. La voix de Boone brisa le silence, sèche et inflexible. Il se demanda si quelqu'un prétendrait encore que cette salle d'audience représentait la justice. Puis il se tourna vers le banc et déclara que ce n'était pas un procès, mais une représentation. Et les acteurs avaient oublié à qui ils mentaient. Dehors, le chant s'intensifia. À l'intérieur, la vérité faisait trembler la machine. Mais elle n'était pas encore cassée, et son dernier coup était encore à venir.